Bonsoir à toutes et à tous. Désolé, il y a eu, semble-t-il, un petit problème d'écran de lancement, mais voilà. Donc la chaise était vide. Elle est à présent occupée. On se retrouve donc ce soir pour une 10e émission. C'est également la dernière de cette première saison de Le Roi de l'Histoire. Et ce soir, on va parler du canal de Suez. C'est un sujet que j'avais dit vouloir aborder depuis un petit moment. On l'avait reporté et donc il arrive aujourd'hui. Alors, le canal de Suez, on en a parlé au printemps, hein, le 23 mars dernier. On a vu ces images assez spectaculaires hein, d'un énorme porte-container comme on en retrouve assez régulièrement sur les mers du globe aujourd'hui. Donc ce porte-container qui s'appelle l'Ever Given, qui appartient à la société Evergreen, une société thaïlandaise, et qui s'est retrouvé en grosse difficulté dans le canal de Suez et qui a surtout mis en grosse difficulté le canal lui-même puisqu'il a bloqué le canal. Ça a duré une semaine pendant laquelle donc, le canal n'était plus utilisable. Alors ce canal de Suez qu'on connaît, hein, on en a entendu parler déjà, mais c'est vrai qu'il a là pris une place dans l'actualité qu'on n'avait pas coutume de voir ou qu'on n'avait plus coutume de voir depuis assez longtemps. Parce que justement, l'idée de l'émission de ce soir, c'est de voir que ce canal de Suez, il a déjà occupé à plusieurs reprises une place importante dans l'histoire que l'on a connue précédemment. Alors, j'ai l'impression qu'il y a également quelques petites difficultés de diaporama. Du coup, je suis un petit peu embêté. Mais bon, on va faire sans. Écoutez. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce canal de Suez le canal de Suez, c'est donc une voie navigable, bien sûr, qui est creusée entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, hein, donc la mer Rouge qui débouche sur l'océan Indien, donc cette mer Rouge qui longe, qui sépare l'Égypte de la péninsule arabique. Et donc, c'est une voie navigable qui est finalement relativement courte, hein, 193 km de longueur, une largeur qui est assez variable suivant les endroits. On est entre 280 et 350 mètres de large aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'origine, donc, c'était plutôt une cinquantaine de mètres de large, donc c'est quelque chose qui a assez fortement évolué, et une profondeur d'une vingtaine de mètres, un petit peu plus d'une vingtaine de mètres. Alors l'intérêt du canal de Suez, c'est de pouvoir contourner, de pouvoir éviter plutôt le contournement de l'Afrique. Avant le percement du canal, en gros, un navire qui partait du Royaume-Uni et qui allait en Inde, on va voir que ce voyage était un voyage particulièrement important à cette époque, c'était à peu près 20 000 km. Avec l'ouverture du canal de Suez, on est tombé à un peu plus de 11 000 km. Donc évidemment, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. C'est également le moyen d'éviter ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est-à-dire qu'on passe les marchandises d'un navire à un transport terrestre pour retourner ensuite à un navire, ce qui fait perdre là aussi beaucoup de temps, ce qui coûte également beaucoup d'argent, un petit peu plus d'argent. Donc le percement d'un canal entre la Méditerranée et la mer Rouge et donc ainsi l'océan Indien était du point de vue commercial particulièrement important et intéressant. Alors, l'idée du percement d'un canal, c'est une idée qui est ancienne. Puisqu'on en retrouve la trace dans la plus haute antiquité, à l'époque des pharaons, hein, donc de la monarchie égyptienne dans la plus haute antiquité. Il est possible, mais là, les historiens ne sont pas parfaitement péremptoire et certain, hein, il est possible qu'on ait un pharaon très mal connu qui s'appelle Sésostris III, on est vers 1850 ans avant notre ère, qui aurait percé
un canal entre le delta du Nil, puisque, bon, vous le savez, hein, la grande rivière, le grand fleuve, qui est l'un des plus grands fleuves du monde, hein, le Nil qui longe donc la côte est de l'Afrique et qui est donc la colonne vertébrale de l'Égypte. Donc il y aurait eu un canal entre le début du delta du Nil et la mer Rouge, en passant par... il y a quelques lacs là, hein, qui sont au nord de la mer Rouge, ce qui permettait de faire le lien. Alors, est-ce qu'il a existé ou pas, ce canal? C'est assez incertain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à peu près un millénaire plus tard, un autre pharaon, qui s'appelle Néchao II, aurait repris des travaux. Alors, est-ce que les travaux avaient été initialement terminés ou pas? Est-ce que le canal s'était ensablé? On est en plein désert, hein, ou pas? Bon, bref, il y a toute une série d'incertitudes qui font que il y a eu de nouveau des travaux. Est-ce qu'ils ont débouché là aussi? On n'en est pas certain. Ce qui est sûr, par contre, c'est que un peu plus tard, lorsque la monarchie égyptienne va s'écrouler face à l'arrivée des Perses, le grand roi perse Darius Ier va lui percer, ou terminer en tout cas les travaux, et donc relier le Nil à la mer Rouge. C'est là, on a vraiment la certitude que ça a été fait. Bon, là aussi, les travaux se sont peut-être perdus, ce qui fait que ensuite, lorsque les Grecs vont mettre la main sur la Grèce, sur l'Égypte avec Alexandre le Grand, la dynastie des Ptolémées, qui est issue donc de l'un des généraux d'Alexandre, et qui va donc gérer l'Égypte jusqu'à la conquête romaine, les Ptolémées vont reprendre aussi ces travaux et donc rétablir ce canal. Les Romains le maintiendront ensuite. Bon, on ne va pas faire l'histoire des travaux consécutifs qu'on va retrouver dans les siècles qui suivront. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à plusieurs reprises, on a des restaurations, puis finalement, puis des abandons, puis de nouveau des restaurations. Bon, bref, tout cela ce sera assez pénible de rentrer trop dans le détail, jusqu'aux alentours du 8e siècle, où le canal est détruit, cette fois-ci, par un calife musulman, donc, qui va utiliser le canal comme moyen de répression d'une révolte dans la péninsule arabique. L'idée, c'était de limiter les possibilités d'accès à cette péninsule pour réprimer une révolte contre son autorité. Et donc, en gros, l'histoire de ce canal antique prend fin à ce moment-là. On n'en parle plus. On n'en parle plus pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à la fin du XVe siècle. La fin du XVe siècle, on fera peut-être un jour une émission là-dessus, c'est, vous le savez, le siècle des grandes découvertes. C'est l'époque où Christophe Colomb va découvrir l'Amérique, mais avant que Christophe Colomb, pour le compte de la couronne d'Espagne, découvre l'Amérique, ce sont les Portugais qui, les premiers, se sont lancés dans ces grandes découvertes. Et en 1498, Vasco de Gama, le Portugais Vasco de Gama, donc, double le cap de Bonne-Espérance, qui est la pointe sud de l'Afrique, et donc entre dans l'océan Indien, ce qui lui ouvre au Portugal les portes de l'océan Indien et donc de l'Inde, notamment, mais bon, de toute l'Asie du Sud. Commercialement, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est le moyen pour les Portugais de contourner les voies habituelles de commerce avec l'Asie. Ces voies habituelles de commerce, elles étaient principalement tenues par les Italiens et plus particulièrement les Vénitiens, qui avaient donc une espèce de monopole dans l'importation des produits asiatiques et leur vente en Europe. Les Portugais vont donc ouvrir une nouvelle voie qui permet de concurrencer le commerce vénitien et donc évidemment d'éviter les taxes assez importantes, les prix prohibitifs que pouvaient pratiquer les Vénitiens. Et donc assez logiquement finalement, ce sont les Vénitiens qui vont s'intéresser de nouveau à cette histoire d'un canal, puisque c'était le moyen de venir à leur tour concurrencer le Portugal. Ok, on a compris, la voie terrestre, elle est moins avantageuse que la voie maritime, parce que c'est plus long, etc., et plus dangereux sans doute.
Mais si on a une nouvelle voie maritime plus courte, évidemment, les Vénitiens reprennent la main. Et donc, ils vont envisager la chose, mais la situation politique de l'Égypte à cette époque empêche ce projet d'aboutir. Mais bon, le projet est relancé. On va le retrouver à plusieurs reprises chez les sultans ottomans qui envisagent la chose. On va le retrouver même dans des écrits d'un certain nombre de Français au XVIe, XVIIe siècle. C'est le cas par exemple de Colbert, qui va en parler au roi, mais là aussi, les choses ne débouchent pas. Et encore une fois, donc, ça reste plus un projet dont on parle de temps en temps, un rêve dont on parle de temps en temps, plus qu'autre chose. Jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle. 1798, c'est la date de la campagne d'Égypte. Le jeune, il a 29 ans à l'époque, général Bonaparte, général français, donc Napoléon Bonaparte, est envoyé par le gouvernement français de l'époque, on appelle le Directoire, en Égypte, pour ennuyer les Anglais, puisque l'Égypte est un point de passage absolument fondamental pour les Anglais, puisque c'est par l'Égypte que le commerce britannique transite pour aller en Inde, qui est la colonie principale de la couronne britannique. Donc, prendre le contrôle de l'Égypte, c'est évidemment beaucoup gêner le commerce britannique, et on le sait, le Royaume-Uni, c'est une puissance avant tout commerciale. Du coup Bonaparte envahit l'Égypte, il y a la fameuse bataille des pyramides, etc. Et dans ces navires, Bonaparte, c'est assez connu, amène toute une série de savants qui vont étudier l'Égypte, aussi bien du point de vue naturel qu'historique. Les richesses qu'on va découvrir en Égypte déboucheront, vous le savez, sur toute une série de découvertes absolument fondamentales. Ce n'est pas la question ici, on ne va pas s'étendre. Mais parmi ces savants qui accompagnent Bonaparte, on a un ingénieur, par exemple, qui s'appelle Jacques-Marie Lepère. Jacques-Marie Lepère qui va faire toute une série de relevés topographiques qui permettent de reprendre cette idée du canal entre la mer Rouge et la Méditerranée, sans forcément passer par le Nil, le delta du Nil comme on l'avait envisagé, mais peut-être un canal direct. Les calculs de Lepère établissent une difficulté quand même, parce qu'il y a une dénivellation entre la mer Rouge et la Méditerranée, ce qui impliquerait un système d'écluses, à une époque où on n'a pas forcément les moyens techniques de faire des travaux de ce type. Bon, en tout cas, le projet est relancé, il y a des plans qui sont dressés à ce moment-là. On entre dans le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est, vous le savez, le siècle de la révolution industrielle, c'est le siècle de progrès scientifique absolument considérable. C'est le siècle qui abrite aussi en France un penseur qui est aujourd'hui assez largement oublié, mais qui a pourtant eu une importance considérable dans la construction de la France moderne. Ce penseur, c'est le comte de Saint-Simon, à ne pas confondre avec le duc de Saint-Simon, que vous connaissez peut-être, qui est un grand, le mémorialiste de la fin du règne de Louis XIV et de l'époque de la Régence, donc c'est un siècle avant. Non, c'est pas ce Saint-Simon-là, encore que ils sont cousins, un petit peu éloignés, mais ils sont cousins. Le comte de Saint-Simon, lui, c'est un homme qui a participé à la Révolution de manière finalement relativement modérée. Il a plus profité finalement de la Révolution pour s'enrichir qu'autre chose. Et puis, à la fin de la Révolution, il fait des études, il s'intéresse beaucoup à la science, il va commencer à avoir une réflexion, si vous voulez, autour du rôle de l'État pour accompagner les découvertes scientifiques, pour accompagner le progrès scientifique de manière plus générale. Dans l'idée de Saint-Simon, l'État a une mission d'accompagnement de la production. Tout doit être fait, l'État doit tout faire pour favoriser la production. Ça implique toute une série de mesures que l'on pourrait qualifier de capitalistes. Il faut donner du pouvoir aux financiers, aux banquiers, etc. Mais ça implique également une réflexion qui pourrait être qualifiée quasiment de socialiste. C'est toute la complexité de la pensée de Saint-Simon qui est très difficile à classer. En effet, Saint-Simon est hostile à la propriété privée. Il considère que la propriété doit être détenue par les travailleurs.
que les travailleurs doivent récupérer le plus largement possible les fruits de leur travail, etc. Bon, bref, il y a une réflexion assez complexe chez Saint-Simon, et Saint-Simon est également favorable à ce que l'État soit dirigé, non pas par des gens qui sont là par leur naissance, on est en 1820, hein, donc c'est l'époque de la restauration monarchique, le retour sur le trône de la famille des Bourbons, la famille qui avait le pouvoir avant la Révolution française. Donc tout ça, Saint-Simon est totalement contre. Lui considère que ce sont des techniciens, ce qu'on appellerait aujourd'hui avec une idée un petit peu péjorative, des technocrates. Saint-Simon est à l'origine de cette idée de technocratie. Qu'est-ce que c'est la technocratie? C'est le gouvernement des techniciens. Et donc l'idée de Saint-Simon, c'est ça, c'est que ce soit des techniciens, des gestionnaires qui soient au pouvoir, parce que eux sauront davantage prendre les mesures qui sont favorables à la production. Et alors, bon, Saint-Simon a écrit, ses écrits sont relativement connus à cette époque-là, mais surtout Saint-Simon a fait école. Il a fait école, il a donné naissance à un groupe qu'on appelle le groupe des Saint-Simoniens, qui, après la mort de Saint-Simon meurt en 1825, va se structurer dans une espèce de secte. Alors de secte, attention, hein, il n'y a rien de religieux, encore que par moment on peut se poser la question, mais c'est plutôt le sens... Secte, c'est un terme qui vient de l'origine étymologique, ça renvoie à l'idée de coupure. Hein. La secte, elle est coupée du reste de la société. Donc les Saint-Simoniens, ils vivent un peu dans un groupe un peu fermé sur lui-même, dans le culte du maître, hein, Saint-Simon, et dans des discussions, une émulation permanente pour trouver des solutions qui permettront donc d'accompagner le développement économique de la France. Alors, ces Saint-Simoniens qui ont été ensuite inquiétés parce qu'on leur reprochait justement ce côté un petit peu fermé, en faisant naître toute une série de rumeurs sur des mœurs un petit peu douteuses, etc. Bon, souvent des accusations qui ne sont pas toujours fondées. Ces Saint-Simoniens ont été qualifiés de, je cite, perceurs de canaux et poseurs de rails. L'idée principale qui était déjà présente chez Saint-Simon, c'est que l'État doit accompagner la production industrielle, doit accompagner le développement économique, notamment par une politique très favorable au transport. Il faut améliorer les transports. La route, à l'époque, avec les chevaux et autres chariots, ça ne va pas assez vite. Le 19e siècle, c'est le siècle de la vapeur. On doit accompagner le développement de la vapeur, des trains, des navires à vapeur, et donc il faut favoriser ce transport beaucoup plus prometteur en termes de quantité que le transport classique par le cheval. Et donc les Saint-Simoniens, une fois que la secte va être dissoute, vont se lancer dans ces aventures, l'aventure du chemin de fer, l'aventure du percement de canons. Parmi ces Saint-Simoniens, il y en a un qui est sans doute le plus allumé de tous, hein, qui se considérait comme d'une certaine manière le chef de la secte, avec un caractère assez autoritaire, qui a posé problème, qui a entraîné d'ailleurs des schismes au sein de la secte, c'est un certain Prosper Enfantin. Prosper Enfantin, dommage que je ne vous mette pas l'image, hein, il est représenté avec quelque chose de quasi christique. Hein, donc Prosper Enfantin, c'est un aventurier, une espèce de génie, hein, un peu illuminé quand même, qui se lance dans toute une série d'aventures. Et parmi les aventures de Prosper Enfantin, il y a une aventure orientale, en Égypte. Il va en effet reprendre ce projet, le projet de Jacques-Marie Le Père, hein, du percement du canal. Il va essayer de persuader les Égyptiens, et notamment le vice-roi, le gouverneur, qui est vice-roi d'Égypte. Hein. À l'époque, l'Égypte fait partie de l'Empire ottoman, le grand empire, dont la capitale est Constantinople, c'est-à-dire aujourd'hui Istanbul, hein, donc sur la Turquie actuelle, mais dont la domination s'étend sur une grande partie du monde arabe, le Proche-Orient, une partie même du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Prosper Enfantin donc, va voir le vice-roi d'Égypte, qui gouverne donc l'Égypte, pour essayer de le motiver au percement donc, de ce canal entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Le vice-roi d'Égypte, qui s'appelle à l'époque Mehemet Ali, est assez réservé sur le projet. Il est assez réservé sur le projet parce qu'il sait que les Anglais,
qui ont installé une espèce de protectorat de fait sur l'Égypte, sont assez défavorables à ce projet. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont assez défavorables? Ce sur quoi les Anglais sont défavorables, c'est avant tout parce que c'est un projet français. Et bon, vous savez, au XIXe siècle, hein, les Anglais et les Français sont encore quand même plutôt dans une situation de, au mieux, concurrence, voire hostilité, plus que de franche amitié, quoi. Mais bon, Enfantin donc se heurte à cette fin de non-recevoir, mais c'est pas homme à abandonner comme ça son projet. Du coup, il monte quand même une société d'études pour le canal de Suez, dans lequel il va faire travailler toute une série d'ingénieurs. Parce que alors, les Saint-Simoniens, c'est un réseau de savants, ils ont des ramifications un petit peu partout, et donc on a plusieurs ingénieurs, plusieurs savants qui vont reprendre les plans de Saint-Père, refaire les calculs, et très bonne nouvelle, parmi ces calculs, on découvre en fait que Saint-Père s'était trompé. Bon, il avait fait ça dans des conditions un petit peu difficiles, avec des moyens techniques qui n'étaient pas ceux dont on disposait à l'époque, au milieu du 19e siècle, où on se trouve maintenant, dans les années 1840. On se rend compte en fait que la différence d'altitude entre la mer Rouge et la mer Méditerranée n'est pas aussi importante que celle qui avait été relevée dans les premiers calculs fait à l'époque de la campagne d'Égypte. Hein, on avait évalué ça à une dizaine de mètres. En fait, non, la différence, elle est négligeable. Et donc, du coup, on peut très bien envisager le percement d'un canal sans écluse. Ça, c'est pas tout à fait la même chose. Ça sera beaucoup plus simple à faire. Et ça permettrait de faire un canal beaucoup plus large, qui permettrait de faire passer plus de bateaux plus rapidement, quoi. C'est le moment où apparaît un personnage qui est évidemment absolument incontournable dans notre histoire. Ce personnage, c'est Ferdinand de Lesseps. Alors, qui est Ferdinand de Lesseps? Lesseps, qui a été surnommé en son temps le Grand Français. Ferdinand de Lesseps, c'est un homme qui est né en 1805, donc dans les années, là, au moment où se passe ce que je viens de dire, il a une quarantaine d'années. C'est un homme qui est issu d'une famille de diplomates. Son père avait des postes diplomatiques importants, notamment en Afrique du Nord, et il se lance dans la carrière diplomatique, ce qui lui vaut d'être vice-consul, puis consul à Alexandrie, puis au Caire, puis de nouveau à Alexandrie, où il est consul général donc d'Alexandrie. Et du coup, à Alexandrie, il peut constituer un réseau assez intéressant avec les élites locales. Il a des liens d'ailleurs assez étroits avec le vice-roi dont on parlait tout à l'heure, Méhémet Ali, puisque Méhémet Ali devait en bonne partie sa place au soutien qu'avait apporté le père de Lesseps à Méhémet Ali en son temps. Donc il y a des relations assez finalement amicales, hein, qui naissent entre Lesseps, qui existent entre Lesseps et le vice-roi d'Égypte. Ces relations se confirmeront ensuite, puisque à la mort de Méhémet Ali, c'est le fils de Méhémet Ali, donc Méhémet Ali meurt en 1849, et à sa mort, c'est son fils, Saïd Pacha, qui deviendra le gouverneur d'Égypte et qui aura des relations assez étroites, encore une fois, avec Ferdinand de Lesseps. Donc Lesseps est bien implanté en Égypte. Lesseps connaît par ailleurs le projet de percement du canal. Pour la petite histoire, c'est lors du voyage entre son premier poste, qui était un poste à Tunis, et son deuxième poste donc à Alexandrie, qu'un de ses amis lui avait donné le mémoire écrit par, à l'époque de la campagne d'Égypte, sur le percement du canal de Suez. Lesseps avait étudié ça avec une grande attention. Et donc, Lesseps, qui ensuite, après donc, ses différentes missions en Égypte, est revenu en France, a commencé à fréquenter le milieu, des milieux dans lesquels il y avait des Saint-Simoniens. Et donc, il a eu connaissance du projet de Prosper Enfantin, du projet des Saint-Simoniens. Et donc, il va, en 1854, venir en Égypte. Il rencontre Prosper Enfantin et autour de Prosper Enfantin, on se rend compte que Lesseps, c'est quelqu'un qui a vraiment un potentiel assez intéressant parce que il a
finalement les outils qui permettraient de débloquer la situation. Il connaît les élites égyptiennes, il connaît le gouverneur égyptien, et donc il a certainement le moyen de permettre enfin de passer le dernier élément qui bloque pour le grand projet de percement du canal. Prosper Enfantin fait confiance à Lesseps, Prosper Enfantin fait peut-être un peu trop confiance à Ferdinand de Lesseps, puisqu'au final, c'est Lesseps qui va obtenir la concession donnée par le gouverneur d'Égypte, donc Saïd Pacha. Saïd Pacha va donner une concession pour creuser le canal de Suez à Ferdinand de Lesseps et non à Prosper Enfantin. Prosper Enfantin et les Saint-Simoniens l'auront un petit peu mauvaise, mais leur projet, leur grand projet, donc, leur échappe finalement, et c'est donc Lesseps qui va pouvoir se lancer dans la grande aventure du canal de Suez. Alors, je fais une petite pause parce que j'ai un souci d'accès au chat. Je suis absolument désolé. Pour l'instant, j'ai pas accès au chat, donc s'il y a des questions, j'essaie de le mettre à jour assez régulièrement pour pouvoir y accéder. Je ne sais pas s'il y a des questions, et je suis désolé si on a eu pour l'instant de ne pas y répondre parce que tout simplement je ne les vois pas pour l'instant. Mais bon, j'espère que ça va se débloquer d'ici la suite de l'émission. Donc revenons sur Lesseps. Lesseps a pas mal d'atouts dans son jeu, puisque d'une part, il connaît bien je l'ai dit, le gouverneur d'Égypte, mais également, c'est un cousin de l'impératrice de France Eugénie. On est en 1854, retournons un petit peu en France. Que se passe-t-il en France à cette époque-là? Depuis 1852, nous sommes dans le Second Empire. Le premier président de la République élu, qui est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui avait donc été élu président de la République, président de la Seconde République en 1848, en décembre 1848. Arrivé à la fin de son mandat, il a fait un coup d'État pour se maintenir au pouvoir, et après le succès de ce coup d'État, il établit donc le Second Empire, une restauration impériale, si vous voulez. Il est donc empereur depuis la fin de l'année 1852. Et Napoléon, donc, qui a pris le titre de Napoléon III, a épousé une jeune femme qui s'appelle Eugénie de Montijo, qui est d'origine espagnole, et donc qui est liée, c'est une cousine, de Ferdinand de Lesseps. Donc du coup, Lesseps a aussi ses entrées dans le gouvernement français à cette époque-là. Ça peut être très utile. En effet, les Anglais voient toujours d'un très mauvais œil le percement du canal de Suez. Du coup, ils vont tout faire pour empêcher que la concession qui a été donnée en 1854 à Lesseps se traduise par un début des travaux. Donc il y a toute une série, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une série de blocages diplomatiques des Anglais pour empêcher Ferdinand de Lesseps de commencer. Les Anglais, eux, préféraient en fait une ligne de train, un chemin de fer entre la Méditerranée et la mer Rouge pour faire passer les marchandises de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien et donc de l'Angleterre jusqu'à l'Inde. Lesseps décide de passer outre les tentatives diplomatiques du Royaume-Uni, les blocages du Royaume-Uni, et il commence, de manière un peu autoritaire, mais ça fait partie du personnage, il commence les travaux du percement en avril 1859. Alors les Britanniques feront tout pour essayer de bloquer, et c'est là que Napoléon III interviendra. Napoléon III ne veut pas engager financièrement la France. Il ne va pas engager de deniers publics, il ne va pas soutenir financièrement le canal, il se méfie un petit peu quand même, mais par contre, il va engager sa personne. Et il va essayer de lever les blocages diplomatiques. Il va utiliser également ses bonnes relations avec l'Égypte. Bon, Lesseps n'en avait pas forcément besoin, mais ça rajoute une couche, bien sûr, que d'avoir l'empereur de France qui soutient le projet. Donc tout cela va permettre au projet d'être poursuivi. Alors les travaux sont donc lancés en 1859. Ils sont lancés sur la base de plans qui avaient été préparés par différents ingénieurs qui tournaient dans le milieu saint-simonien. Et ces travaux donc, vont durer pendant 10 ans. 10 ans, mobilisant 1,5 million
de travailleurs égyptiens dans des conditions difficiles. Il y a une épidémie de choléra en plus qui frappe les travailleurs. On parle de plus de 100 000 morts, mais bon, les chiffres sont assez discutés, donc c'est assez difficile de donner un chiffre très précis. Quoi qu'il en soit, donc, bon, les travaux avancent dans des conditions assez difficiles. On est dans le désert, bon, des problèmes d'eau, etc., de ravitaillement. Bref, tout cela est assez compliqué, mais en 1867, le canal n'est pas encore tout à fait fini, mais on est déjà en mesure de faire passer un premier bateau qui est donc le premier à aller par voie maritime directement de la mer Rouge jusqu'à la mer Méditerranée, en tout cas depuis la disparition du canal antique. L'inauguration du canal de Suez a finalement lieu en novembre 1869. C'est une fête considérable organisée par le vice-roi, qui a pris le nom de Khedive à ce moment-là, le titre de Khedive à ce moment-là, qui est le frère du précédent. Donc on a les plus hautes personnalités de l'époque qui sont présentes. C'est un événement mondial. On a l'impératrice Eugénie qui fait le déplacement. Alors, Napoléon III ne vient pas, mais l'impératrice Eugénie est là, l'empereur d'Autriche, le prince héritier de Prusse, bon, évidemment, Ismaïl Pacha qui est le gouverneur d'Égypte. Bref, on a du beau monde qui assiste à cette cérémonie. Au terme de laquelle le yacht de l'impératrice, qui s'appelle l'Aigle, va traverser, donc sera le premier à traverser officiellement le canal de Suez. Lesseps suit également dans cette première traversée. Napoléon III, de son côté, à distance, salue, je cite, l'œuvre due à la persévérance et au génie français, parce que, incontestablement, c'est une œuvre française. Le porteur, c'est Lesseps. Les initiateurs, instigateurs du percement, ce sont les Saint-Simoniens, donc tout vient des Français, mais viennent également des Français les financements. Je l'ai dit, Napoléon III n'a peut-être pas mis de deniers publics, d'argent de l'État français dans cette affaire, mais on a nombre de petits actionnaires, 21 000 actionnaires français qui vont financer plus de la moitié des frais du canal. La société, la compagnie qui a été créée par Lesseps, la compagnie universelle du canal, donc est tenue, on va dire, à plus de 55% par ces petits actionnaires français, le reste étant un financement qui vient de l'Égypte, donc du vice-roi d'Égypte. Mais bon, les Égyptiens vont avoir des difficultés financières ensuite qui va les obliger quelques années plus tard, 5 ans plus tard, à vendre en quelque sorte leur part aux Britanniques. Et donc le canal, en 1875, appartient à ses actionnaires français et à la couronne britannique. Alors, on arrive à la fin du XIXe siècle. La fin du XIXe siècle, c'est l'occasion de préciser le statut du canal. Donc, je l'ai dit, il appartient aux Britanniques et à la couronne britannique et à de très nombreux actionnaires français. Les Britanniques, à cette époque, mettent vraiment la main sur l'Égypte. Ils mettent en place, à la suite d'une guerre avec l'Égypte dans les années 1880, ils s'imposent comme étant les protecteurs, entre guillemets, un peu contraints, de l'Égypte à la place des Ottomans, des Turcs, qui sont repoussés. Et puis, surtout, en 1888, intervient une convention internationale, qui est la convention de Constantinople, dans laquelle on déclare, les puissances européennes, déclarent le canal neutre. Je cite, « Le canal doit être libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. » Donc c'est très clair, le pavillon c'est une zone neutre, en temps de paix comme en temps de guerre, tout navire doit pouvoir y passer. Autant vous dire que ce principe sera violé de nombreuses fois par la suite. Dès 1914, pendant le premier conflit mondial, les Britanniques sont bien sûr, les Britanniques et les Français, qui sont les maîtres du canal, vont faire pencher, entre guillemets, le canal en faveur de l'entente, de la triple entente, c'est-à-dire l'alliance entre le Royaume-Uni, la France et la Russie dans le conflit de 1914, ce qui fait qu'on va interdire le passage du canal aux navires allemands et autrichiens qui font partie de l'autre camp. On retrouvera le problème d'ailleurs pendant le second conflit mondial en 1940, où les Britanniques vont interdire le passage aux navires
allemands, alors il n'y en avait pas tant que ça, mais italiens aussi, hein, puisque les Italiens se battent, vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Allemands, et puis de la France de Vichy, donc la France de la collaboration, qui se verront interdire eux aussi le canal de Suez pendant le Second conflit mondial. Mais entre les deux conflits mondiaux, la situation géopolitique du canal évolue. En effet, l'Égypte obtient son indépendance en 1936, au terme d'un traité entre le Royaume-Uni et l'Égypte, un traité qui prévoit quand même que le Royaume-Uni conserve le contrôle du canal, contrôle militaire, hein, puisqu'on a une troupe d'à peu près 10 000 soldats britanniques qui sont maintenus autour du canal pour protéger le canal. Et donc, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette troupe sera particulièrement importante, à un moment où, d'ailleurs, les Allemands vont essayer de s'emparer du canal. Hein. Vous le savez sans doute, la fameuse bataille d'El Alamein en 1942, qui va stopper l'avancée des Allemands. Les Britanniques et les Français libres vont stopper donc l'avancée des Allemands et permettre ainsi de sauver le canal de Suez. La perte du canal de Suez aurait été une catastrophe pour les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, évidemment, c'était quelque chose qui était absolument fondamental. Donc bon, la guerre se termine avec toujours une mainmise des Britanniques sur le canal de Suez jusqu'aux années 1950. On entre alors dans la période de la décolonisation. Hein. Les grandes puissances coloniales que sont la France et le Royaume-Uni voient petit à petit leur empire colonial se disloquer, disparaître. Et les derniers souvenirs de la présence coloniale britannique en Égypte sont également attaqués. En effet, en 1951, le Premier ministre égyptien va dénoncer le traité de 1936 et exiger plutôt le départ des troupes britanniques qui stationnaient donc autour du canal. Les Britanniques ne veulent rien entendre et vont même faire tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer leur présence autour du canal. On est début des années 50, on a à peu près 60 000 hommes, 60 000 soldats britanniques qui sont stationnés autour du canal. Alors ça provoque des violences, des conflits avec les Égyptiens, des émeutes, plusieurs centaines de morts. Bref, la situation est extrêmement tendue entre les Égyptiens et les Britanniques autour de cette question du canal. Et finalement, on arrive à un nouvel accord en 1954 qui prévoit l'évacuation progressive donc, de l'armée britannique stationnée autour du canal de Suez. Et donc finalement le départ total des Britanniques. Ce qui fait que le canal de Suez reste quand même propriété franco-britannique, essentiellement, d'un point de vue financier. Mais par contre, ce sont les Égyptiens qui ont vocation à assurer la protection du canal à partir du départ des derniers soldats britanniques. Le dernier soldat britannique quitte le territoire égyptien en juin 1956. La situation de l'Égypte a évolué. C'est assez instable. Un coup d'État a porté des militaires au pouvoir. Et parmi ces militaires, il y en a un qui s'impose assez rapidement comme le chef de file de cette junte, c'est Gamal Abdel Nasser, qui décide, en juillet 1956, à la suite d'une déconvenue diplomatique, puisque les États-Unis avaient refusé un petit peu plus tôt dans l'année 1956 de financer son grand projet. Nasser avait un grand projet de construction d'un barrage sur le Nil à Assouan. Et donc, il se retrouve sans possibilité de financer ce canal. Les Américains n'apprécient pas beaucoup les bonnes relations que Nasser entretient avec l'URSS. On est en pleine guerre froide. Il faut replacer ça dans le contexte du conflit larvé entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et donc, Nasser, confronté à ce refus des Américains de financer son barrage, décide de nationaliser le canal de Suez, c'est-à-dire de se saisir du canal de Suez en violation des traités internationaux, en violation bien sûr des intérêts financiers également de la couronne britannique et des actionnaires français. Il prend immédiatement des premières mesures
en violation, là aussi, de la Convention de Constantinople, puisqu'il décide de fermer le canal de Suez aux navires israéliens. Bon, on est là aussi, c'est l'autre conflit, hein, bien sûr, conflit entre les pays arabes et le jeune État d'Israël qui a été créé en 1947. Et donc l'Égypte est un ennemi d'Israël, donc c'est un moyen évidemment, remettre un petit peu de difficulté pour Israël que de fermer l'accès au canal de Suez. Alors, la nationalisation du canal de Suez, évidemment, passe très mal du côté britannique et du côté français. Alors, juste pour information, j'ai récupéré le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Par contre, s'il y a eu des questions posées précédemment, j'ai l'impression que je n'y ai pas accès, donc n'hésitez pas à les renouveler. Donc ça passe très mal. En France, à cette époque, on est pendant la 4ème République, donc on est en 1956. 4ème République, à l'époque, on a un gouvernement socialiste. Alors le Parti socialiste n'existe pas, c'est un parti qui s'appelle la Section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, qui est au pouvoir avec Guy Mollet. Et Guy Mollet a une position extrêmement ferme. Il déteste Nasser, qu'il va jusqu'à comparer à Adolf Hitler. Mollet donc va se rapprocher des Britanniques pour organiser des représailles contre Nasser et contre cette nationalisation du canal. Il approche d'autre part les Israéliens. Avec lesquels il entretient de très bonnes relations. Ils vendent des armes depuis un petit moment à Israël. Enfin, la France vend des armes à Israël. Et donc, l'idée de Mollet, c'est d'organiser une opération militaire qui permettra de s'emparer du canal. Les Américains qui ont vent du projet franco-britannique sont absolument contre et annoncent qu'ils s'opposeront à ce projet. Mais quoi qu'il en soit, les Français et les Britanniques y vont. C'est une opération qui est lancée à la fin du mois d'octobre 1956, s'appelle l'opération Mousquetaire, qui se fait en 2 temps. En premier temps, c'est invasion israélienne donc par l'est, par le Sinaï, la péninsule du Sinaï, qui est donc à l'est du canal de Suez. La progression israélienne est très rapide. Les Israéliens arrivent assez rapidement à avancer en territoire égyptien. Et le deuxième temps, c'est l'envoi d'une prétendue force d'interposition entre les Israéliens et les Égyptiens, constituée par les Français et les Britanniques, qui sont donc des troupes qui sont parachutées sur le canal de Suez et qui s'emparent assez facilement, là aussi, début novembre, du canal de Suez. Le 7 novembre, les Français et les Britanniques sont les maîtres de Port Saïd, qui est la ville qui a été créée en 1859, au moment du début des travaux du canal de Suez. Donc c'est une petite ville au début, mais qui est devenue une ville assez importante au milieu du XXe siècle. Port Saïd, qui est donc sur la Méditerranée, à l'endroit où le canal entre dans la Méditerranée. Suez, je ne l'ai pas dit au départ, mais il y avait des cartes et malheureusement je n'ai pas pu vous les montrer. Suez est au sud du canal, c'est à l'endroit où le canal fait la jonction avec la mer Rouge. Et donc les Français et les Britanniques sont les maîtres du canal en début du mois de novembre 1956. Alors, les réactions internationales sont extrêmement négatives. L'Union soviétique annonce que si les Français et les Britanniques n'évacuent pas très rapidement le canal de Suez, elle interviendra contre eux militairement. Les Américains également condamnent fermement l'opération franco-britannique, menacent les Britanniques d'interrompre les livraisons de pétrole. L'Organisation des Nations Unies prend position également contre la France et le Royaume-Uni. Bref, c'est un fiasco diplomatique et la France et le Royaume-Uni prennent peut-être à ce moment-là conscience de leur faiblesse par rapport aux grandes puissances de l'époque, les États-Unis tout particulièrement et l'URSS. Donc Français et Britanniques décident finalement de cesser les combats et assez rapidement d'évacuer la zone. À la fin, les Français et les Britanniques auront quitté la zone du canal de Suez à la fin de l'année 1956. L'ONU envoie des troupes, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le premier envoi d'une force d'interposition de l'ONU, ce qui donnera les casques bleus, à ce moment-là, donc pour sécuriser le canal de Suez. Et donc, en décembre 1956, les Français et les Britanniques sont partis. Les Israéliens vont évacuer le Sinaï peu de temps après, donc au début de l'année 1957. C'est donc un échec total, même si militairement,
la victoire était là. Politiquement, c'est une catastrophe. Et Nasser en sort grandi, hein, encore plus populaire qu'il ne l'était avant l'opération franco-britannique. Donc, dorénavant, là, en cette fin d'année 56, les Égyptiens, non seulement assurent bien sûr la protection du canal, mais en plus, le canal est à eux. Même si Nasser avait annoncé que les anciens propriétaires du canal seraient dédommagés, ils ne le furent pas. Et donc, les Égyptiens se sont emparés totalement du canal et des profits considérables du canal. Puisqu'évidemment, je ne l'ai pas dit, mais les navires, quand ils rentrent dans le canal, ils payent des droits de passage sur le canal. Et donc, ça rapporte évidemment beaucoup d'argent maintenant à l'Égypte. Alors, le canal va quand même rester, après ces événements, un acteur assez important de la politique de la région. En effet, vous le savez, la politique de la région est assez mouvementée. En 1967, donc une dizaine d'années après le fiasco de l'opération Mousquetaire, en 1967, on assiste à une guerre éclair qui est lancée par la Syrie, l'Égypte et la Jordanie contre Israël. Une guerre surprise contre Israël, mais Israël va répliquer immédiatement et en 6 jours, ce qui a donné son nom à cette guerre, la guerre des 6 jours, en 6 jours, Israël va vaincre donc ses 3 adversaires et s'emparer de territoires assez importants. Donc c'est le moment où Israël va... j'ai mis une carte aussi, c'était plus simple de vous le montrer. C'est le moment où Israël va occuper les territoires palestiniens qu'on appelle donc les territoires occupés, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan pour la Syrie, et pour l'Égypte, la péninsule du Sinaï. Le Sinaï, c'est cette espèce de triangle qui est situé entre l'Arabie et l'Égypte, le cœur de l'Égypte. Et donc, c'est une zone désertique que les Israéliens vont occuper jusqu'au canal. On s'arrête au canal et finalement le canal de Suez devient la nouvelle frontière entre l'Égypte et Israël au terme de la guerre de 1967, de la guerre des 6 jours. Et d'ailleurs, les Israéliens s'installent, vont mettre en place un système de fortification et puis le canal est fermé. Il n'est plus possible de naviguer sur le canal. On a d'ailleurs une dizaine de navires qui vont être bloqués pendant assez longtemps sur le canal, impossible de sortir puisque la navigation n'est plus possible sur le canal. Quelques années après, 1973, nouvelle guerre, nouvelle attaque des Égyptiens et des Syriens contre Israël à l'occasion de la fête du Yom Kippour, donc c'est la guerre du Kippour cette fois-ci. Les Égyptiens et les Syriens donc, prennent par surprise Israël. Dans un premier temps, la surprise est assez efficace. Les Égyptiens et les Syriens avancent en territoire israélien, et puis finalement, la puissance israélienne va faire la différence, et donc Égyptiens et Syriens vont être repoussés. Pour les Égyptiens, ils sont même repoussés au-delà du canal. Les Israéliens franchissent le canal de Suez, et on arrive finalement à une paix, un cessez-le-feu, qui ramène les Israéliens donc, au point de départ, c'est-à-dire de l'autre côté du canal, sur la rive est du canal. Ça en effet des guerres entre l'Égypte et Israël, qui, vous l'avez compris, chaque fois on tournait plutôt en défaveur des Égyptiens, et on va assister à une amélioration des relations progressives, sous l'égide américaine notamment, un rapprochement entre les Égyptiens et les Israéliens qui débouchent sur des accords très célèbres, qui sont les accords de Camp David, au début des années 1980, qui ont pour conséquence l'évacuation de la péninsule du Sinaï. Donc les Israéliens reviennent sur leur territoire initial, et donc le Sinaï est rendu à l'Égypte, ce qui fait que le contrôle total du canal de Suez est restitué à l'Égypte. Alors le canal de Suez avait bénéficié de l'amélioration des relations entre l'Égypte et Israël un petit peu plus tôt, puisqu'en 1975, on avait rouvert la circulation sur le canal de Suez. Bon, après les accords de Camp David, donc 1982, la situation entre l'Égypte et Israël n'a plus évolué, et donc l'Égypte est maîtresse du canal de Suez. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il ? Le canal de Suez, aujourd'hui, donc, est à 100%, vous l'avez compris, entre les mains d'Israël.
d'Israël, excusez-moi, de l'Égypte, je vais vous embrouiller. Donc il est à 100% entre les mains de l'Égypte et il est une source de revenus extrêmement importante de l'Égypte. C'est la troisième source de devises pour l'Égypte. C'est un cinquième des ressources de l'Égypte qui viennent de l'exploitation du canal de Suez. Donc évidemment, toute difficulté, tout problème dans le canal de Suez, c'est quelque chose qui a des conséquences financières considérables. On évalue la fermeture de la circulation sur le canal de Suez à une perte de 15 millions de dollars par jour pour l'État égyptien. Le canal de Suez est en plus devenu donc une voie commerciale de première importance pour le commerce maritime. On estime à l'heure actuelle qu'il y a à peu près 20 000 navires qui passent par an sur le canal de Suez, qui empruntent par an le canal de Suez, ce qui fait quand même à peu près une cinquantaine de navires par jour. C'est considérable, avec des tonnages énormes, hein, puisque on estime qu'il y a à peu près 1 milliard de tonnes de marchandises qui passent chaque année par le canal de Suez. C'est à peu près 15% du trafic commercial mondial. Donc bon, bref, vous l'avez compris, c'est un passage absolument fondamental. Les Égyptiens ont bien conscience de l'importance commerciale et stratégique du canal, ce qui fait que la présidence actuelle d'Égypte, le président Al-Sisi, a décidé de lancer des grands travaux sur le canal au début des années 2010, ce qui s'est traduit par l'agrandissement, l'élargissement du canal, et même sur certaines portions, un dédoublement du canal. Il y a deux canaux, excusez-moi, qui existent donc maintenant sur certains tronçons, pas sur la totalité du canal. Donc ça permet bien sûr d'augmenter considérablement le nombre de navires qui passent par le canal, et ça devrait permettre aux Égyptiens à terme de faire plus que doubler les revenus qu'ils tirent du canal. Le temps d'attente des navires, d'ailleurs, pour rentrer sur le canal a été fortement réduit. Avant les travaux, il fallait une dizaine d'heures d'attente pour pouvoir traverser le canal. Maintenant, il n'en faut plus que 3. Donc, bon, bref, tout cela, c'est un gain assez important, bien sûr, pour tout le monde. Et ça permet à l'Égypte d'avoir des revenus plus importants. Alors, tout cela semble être parfaitement merveilleux, mais le canal, ce n'est pas que des choses positives. Le canal, c'est déjà une construction extraordinaire. C'est la première, enfin, c'est d'une part une séparation. C'est une séparation physique entre l'Afrique et l'Asie. On a détaché, si vous voulez, du point de vue terrestre, les deux continents. Ce qui a des conséquences, bien sûr, sur l'écologie, puisque les espèces animales, à part les oiseaux, ne peuvent plus passer de l'Afrique à l'Asie. Donc c'est une intervention humaine sans précédent, lorsqu'il est creusé en 1869, donc, que cette coupure. Mais d'un autre côté, le canal va ouvrir une voie de passage entre l'océan Indien et la mer Méditerranée. Et on a assisté, depuis l'ouverture du canal, à une migration massive d'espèces marines entre les deux mers. Ce qui est venu perturber l'équilibre écologique de la mer Méditerranée, qui est très fragile, avec des espèces invasives qui se sont multipliées donc, dans les eaux de la Méditerranée. À cela s'ajoute une pollution atmosphérique qui est assez importante, puisqu'il y a un nombre de navires, je l'ai dit, qui est considérable et qui va augmenter sur le canal de Suez. Les bateaux, vous le savez, ils polluent, bien sûr, et donc on a une pollution atmosphérique assez importante. On a constaté des pluies acides dans la région du canal de Suez, avec en plus des risques d'accidents. Des risques d'accident, on l'a vu avec l'Ever Given, il peut arriver que des navires soient en difficulté. Mettons que ce soit un pétrolier, ça peut déboucher sur une marée noire, donc évidemment il y a des risques assez importants. Mais bon, on ne va pas finir sur des choses aussi négatives. Je vais quand même reprendre les paroles de l'évêque d'Alexandrie, qui avait assisté à l'inauguration du canal en 1869 et qui avait dit que ce canal, c'était un travail de géant, que c'était le canal universel des deux mondes, et que c'était ce que l'on avait cru impossible, parce que l'on doutait de quoi était capable l'homme quand il veut véritablement. Le canal est en effet une réalisation absolument extraordinaire. Récemment, le
le spationaute français Thomas Pesquet. Je voulais vous montrer les photos qu'il avait publiées. Bon, je ne peux malheureusement pas vous les montrer, mais vous les trouverez facilement sur les réseaux sociaux. Thomas Pesquet a publié une magnifique photo du canal de Suez en appuyant bien sur le fait que, vu de l'espace, le canal de Suez était la seule construction humaine visible de l'espace. Contrairement à la légende, la muraille de Chine ne se voit pas de l'espace. Thomas Pesquet, d'ailleurs, avait publié des photos en disant que non, on ne la voit pas. Mais par contre, le canal, lui, on le voit. Donc c'est quand même un ouvrage absolument extraordinaire, bien sûr, que ce canal de Suez. Je finissais cette émission par une jolie photo du passage d'un navire sur le canal de Suez, le soir tombant, au-dessous d'un des deux ponts qui franchissent le canal de Suez. Il y a un pont mobile et puis il y a un pont en dur, qui est le pont de l'amitié égypto-japonaise, sur la partie nord du canal. Et donc on voit le navire passer sous ce canal. Bon, vous ne verrez malheureusement pas la photo. J'en suis désolé, et je suis désolé du coup de ces conditions un petit peu compliquées de cette dernière émission. L'année prochaine, on fera mieux. Alors, on finit comme d'habitude sur quelques conseils de lecture que je reprendrai bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Donc si vous voulez aller plus loin sur le canal, sur l'histoire du canal, on avait une thèse qui avait été publiée aux presses de l'École nationale des ponts et chaussées de Nathalie Montel, qui s'appelle Le chantier du canal de Suez, donc 1859-1869. On a également un ouvrage collectif dirigé par Gilles Gauthier qui s'appelle L'épopée du canal de Suez, donc il retrace l'histoire du canal de Suez. On a un autre ouvrage qui vient retracer toute cette histoire du canal de Suez de Caroline Piquet qui s'appelle Le canal de Suez, une voie maritime pour l'Égypte et le monde. Et en termes d'ouvrages, là il y en a un que j'ai pris qui est plus large, ça ne concerne pas que le canal de Suez, mais ça concerne toute cette géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. C'est Jacques Frémaux, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, je mettrai les références aussi. Jacques Frémaux, donc La question d'Orient, c'est un très beau bouquin, de poche en plus, qui est très riche et qui permet de se replonger dans cette histoire extrêmement riche depuis le 19e siècle, donc du Proche et du Moyen-Orient. Et donc, bien sûr, le canal de Suez, vous l'avez compris, tient une place absolument centrale dans cette histoire. Au niveau de ce que l'on peut voir, bon, il n'y a pas de film dédié au canal de Suez. Par contre, il y a un documentaire qui est assez intéressant. C'est une série documentaire qui était passée sur Arte, qui s'appelle le fabuleux destin des inventions. Et donc, il y a un épisode, c'est le 15e, qui traitait du percement du canal de Suez, donc l'œuvre de Lesseps principalement. Ce n'est pas l'histoire du canal, mais c'est en tout cas l'histoire de la construction, du percement donc du canal dans le début de la deuxième moitié du 19e siècle, comme on l'a vu précédemment. Alors, on arrive au terme de l'émission. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je garde un tout petit peu l'émission ouverte, le temps que vous puissiez éventuellement poser des questions. Donc, c'est la dernière en tout cas. On se retrouvera l'année prochaine pour la suite de Le Roi de l'Histoire. On aura un format qui sera finalement assez proche de ce que l'on a connu jusqu'à présent, donc alternativement une émission où je suis tout seul, une émission où j'aurai un invité. On sera par contre plutôt sur un rythme un peu moins soutenu, parce que ce n'est pas forcément évident à tenir, donc tous les 15 jours. Je pense que ce sera le mardi soir, je vous en dirai plus bien évidemment au début septembre, donc on se retrouvera début septembre pour la suite de nos émissions. Je n'ai pas encore tout à fait arrêté le sujet, mais je commencerai sans doute par une émission tout seul. Et donc j'avais une idée à vous soumettre. Il y avait eu la demande qui avait été faite il y a un petit moment sur un sujet qui touchait à l'Antiquité, puisque c'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'Antiquité. Et donc je vais organiser un sondage comme on avait fait pour Napoléon et le canal de Suez. À vous de choisir si vous voulez que je parle de la démocratie athénienne, donc là on est au 5e, 4e siècle avant notre ère, ou de la République romaine. Là on est
à peu près la même époque, mais ça dure un tout petit peu plus longtemps. Donc voilà, vous avez le choix entre la démocratie athénienne et la République romaine. Je mettrai ça bien sûr sur le site Facebook de l'émission pour que vous puissiez voter. On va voir avec l'université peut-être pour faire un petit sondage via les réseaux sociaux aussi de l'université. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez. Alors, pour la date précise, donc je vous confirmerai bien que ce sera le mardi, mais ça commencera la semaine du 13 septembre, donc vraisemblablement le mardi 14 septembre, hein, pour répondre à la question. Alors, excusez-moi, c'est en tout petit sur mon téléphone, donc Loupa Roukip. Donc c'est sans doute le mardi 14 septembre que nous reprendrons les émissions. Et voilà, à vous de choisir, hein, si vous voulez qu'on parle de la démocratie athénienne ou de la République romaine, à l'occasion de cette première émission de la saison 2021-2022, pour cette 11e émission de Le Roi de l'Histoire. Donc voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour votre présence ce soir. On se retrouvera avec un beau PowerPoint. J'avais fait un joli PowerPoint. Bon, on ne l'a pas vu ce soir, malheureusement. Mais bon, il sera là la prochaine fois, promis, juré. Du coup, je vous souhaite un très bel été. Pour ceux qui vont pouvoir prendre des vacances, de très bonnes vacances. Et on se retrouve dans 2 mois, hein, pour la reprise de l'émission. Bonne soirée à tous et un très bel été.